Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau TEDUC intitulé du Fab Lab à la communauté d'apprentissage. Alors ce TEDUC, il est, une fois n'est pas coutume, en présentiel. Il est aussi diffusé en direct sur YouTube. Donc pour les internautes qui nous suivent, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Elles seront relayées en direct, donc on pourra en discuter. Alors, depuis quelques années, Universcience propose un kit Fab Lab à l'école, un dispositif qui est déployé par Canopé à l'échelle nationale. L'objectif, c'est de développer la culture scientifique et technique des élèves, de favoriser la collaboration, la créativité, d'explorer de nouvelles façons d'apprendre. Alors, plus de 200 établissements, en principe, devraient bénéficier du dispositif à l'issue de cette année 2022. Mais plus généralement, la culture Fab Lab se développe en France, une communauté qui est nombreuse et très active et qui propose, imagine, expérimente d'autres espaces d'apprentissage et d'innovation pédagogique, dans ou hors la classe. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Le Fab Lab à l'école, le Fab Lab et l'école, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les enseignants et les élèves s'y retrouvent? À quelles difficultés se heurtent encore professeurs et médiateurs, médiateurs qui sont là, bien sûr, pour les accompagner? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder au cours de cette table ronde. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 invités. Bienvenue, bonjour à tous. Alors, Anne Lémence, vous êtes enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux, au laboratoire IMS, formatrice à l'INSPE. Vous formez les futurs profs documentalistes. Et vous travaillez sur 2 projets de recherche autour des Fab Labs. Nous y reviendrons. Élodie Hippolyte, en 2e année de doctorat, médiatrice à Réseau Canopé. Vous êtes au plus près du projet Fab Lab à l'école porté par Universcience et déployé dans toute la France par Réseau Canopé. Vous êtes chargé vous-même d'un kit Fab Lab à l'école et votre projet de recherche, il porte sur la façon dont les élèves mobilisent les compétences du XXIe siècle. On y reviendra également, bien sûr. Marie Mialet, vous êtes professeure des écoles, vous avez une classe de CM1 à Hermont dans le 95 et vous bénéficiez du kit Fab Lab à l'école dans votre classe depuis très peu de temps, depuis la rentrée de Toussaint. Et vous avez un blog où vous renseignez vos activités de classe. Catherine Villeray. Alors attention parce que là, on va rentrer un petit peu dans le jargon de la communauté Fab Lab. Vous êtes Fab Manager au Fac Lab Numix à Sarcelles, fondatrice de Je sais faire, un makerspace mobile que vous avez créé en 2016. Vous êtes aussi référente de la plateforme Je fabrique mon matériel pédagogique pour une coalition d'acteurs dans laquelle on trouve le réseau français des Fab Labs, France Tiers-Lieux ou encore l'Atelier des chercheurs. Et puis Laurent Janin. Vous êtes maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Vos thématiques de recherche portent notamment sur le numérique dans les systèmes éducatifs et sur l'architecture et le bâtiment scolaire. Vous vous intéressez à la façon dont circulent les savoirs dans de nouvelles formes de coopération et de lieux. Voilà, on en finit là pour les présentations. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va peut-être commencer par reparler un tout petit peu du dispositif Fab Lab à l'école proposé par Universcience, parce que je sais que les personnes qui sont présentes ici, elles sont plongées dedans depuis le début de la journée, mais peut-être que les personnes qui sont à distance sont moins familières de ce dispositif. Alors le Fab Lab à l'école, c'est quoi? Alors, le verre. Fab Lab à l'école, c'est effectivement un dispositif qui a été mis en place par Universcience en 2018 et qui a été relayé par Réseau Canopé en 2019. Donc en quoi ça consiste? Universcience finance un kit de 6 machines. Dans ces 6 machines, on a 3 machines à commande numérique et 3 machines traditionnelles. Donc on trouve une imprimante 3D, on trouve également une découpeuse vinyle, et on trouve des cartes microbits qui sont des petites cartes programmables. Ça ressemble un petit peu aux écrans, aux enseignes de pharmacie, vous voyez, qui défilent. Ce sont des LED qui peuvent s'éteindre ou s'allumer. Donc on peut programmer cette carte. Et les machines traditionnelles, on trouve la machine à coudre. On trouve également la scie à chantourner et un kit Dremel. Et donc, ces machines sont déployées dans les écoles et Réseau Canopé est chargé d'accompagner les enseignants et de les former, de les aider à mettre en œuvre ce dispositif et à développer leurs projets. Alors justement, Marie Mialet, vous venez de le recevoir, ce kit. Alors peut-être que vous êtes la mieux placée pour en discuter. Alors évidemment, vous n'avez pas encore la maîtrise des machines, j'imagine bien. Ça fait quoi? À peine quelques semaines que vous l'avez. Donc qu'est-ce qui se passe quand on reçoit tout ça, ce kit? Alors du coup, on a déjà eu une formation à Réseau Canopé en mai, je crois. Donc on a découvert les machines, on a pu
essayer de manipuler un petit peu. Et ensuite, le kit est arrivé donc juste avant les vacances et a été installé. Et ensuite, je l'ai découvert en fait plus ou moins avec les élèves. Donc, j'apprends avec eux. Et j'ai un référent canopé que je harcèle de mails, mais qui est très réactif. Donc, pour l'instant, j'avance progressivement. Et très concrètement, vous consacrez combien de temps au Fab Lab par semaine? Ça va être, vous me disiez peut-être 40 minutes, non, c'est ça, dans une semaine? Et les élèves, comment ils ont accueilli finalement ces machines? Alors, c'est 2 créneaux de 40 minutes en demi-groupe. Donc, avant, pour parler pratique, j'avais une intervenante d'allemand, donc j'utilisais l'intervenante qui prenait un demi-groupe, et moi, j'avais l'autre groupe avec moi au Fab Lab. Donc, c'était assez pratique. Cette année, je n'ai plus d'intervenante, mais le Fab Lab est à côté de ma classe. Donc, en fait, j'ouvre la porte et je circule. Et donc, les enfants ont 40 minutes par semaine. Et la première question, c'était... C'était, oui, comment ils ont accueilli les machines. Et puis, oui, le nombre de temps dont ils disposent finalement pour les découvrir. Ouais. Bon, ils ont accueilli très bien les machines. Mais en fait, c'était presque secondaire parce qu'ils vont au Fab Lab depuis l'année dernière, parce que j'ai suivi une partie de mes élèves. Et eux, ce qu'ils préfèrent, c'est le Fab Lab en soi. Et en fait, les machines, c'était un plus, mais ça reste le Fab Lab. Alors justement, le Fab Lab en soi, c'est quoi? C'est quoi, Anne Lémence? Peut-être vous allez pouvoir nous en parler, parce que vous me disiez d'ailleurs, le Fab Lab, c'est pas forcément les machines, hein, c'est pas la première chose qui doit venir à l'esprit en tout cas. Non, effectivement, le fait de mettre des machines dans une salle de classe, ça change pas grand-chose. Il me semble que le Fab Lab, c'est la rupture des espaces et des temps habituels de l'école. Donc même pour vous, même une autre salle, c'est un autre espace. Qui s'incarne dans des machines peut-être, mais probablement que ça va changer quelque chose à partir du moment où les élèves ils font des projets ensemble, en collectif, où ils sont créatifs et où ils ont un temps un petit peu qui n'est plus contraint par le cadre du programme, mais le temps du projet. Donc un espace et un temps différents, en rupture. Alors, nous avons observé dans le cadre de nos 2 projets de recherche des Fab Labs, plutôt les visites d'élèves dans des Fab Labs extérieurs, comme ici, par exemple à Cap Science ou Cohabit à Bordeaux. Et là, la rupture, elle est tangible. On va ailleurs, on sort de l'établissement scolaire, on rencontre d'autres personnes et on fait un projet qui n'est pas tout à fait un projet scolaire. Et c'est là que les élèves ont vraiment envie de s'y mettre. Oui, mais on va en discuter de ce que ça peut produire effectivement. Et déjà, on commence à le comprendre. Hein. Il y a le Fab Lab dans l'école et puis il y a le Fab Lab hors de l'école. On doit aller au Fab Lab et c'est peut-être pas tout à fait la même dynamique. Alors, ce que vous disiez, ça me fait penser à ce que vous, Laurent Jeannin, vous me disiez aussi, c'est que les Fab Labs sont aussi des espaces dans lesquels on a une approche académique non prescrite. Exactement. Ce que vient de dire Anne est complètement juste. Le Fab Lab, ça va être une rupture de l'espace et du temps dans un rapport à une pédagogie très classique. Et donc, comment est-ce qu'on va être en capacité de transformer une pratique et de se créer un nouvel espace de pratique où la circulation des savoirs va être autre? Le savoir va plus être uniquement détenu par l'enseignante, ou le livre scolaire, ou le tableau de l'enseignant, mais il peut être aussi dans le rapport aux autres, dans l'expérience, dans l'expérientiel, dans ce qu'on va vivre ensemble. Et donc c'est toute cette déconstruction qui, à un moment donné, va poser la question du temps, de l'espace, mais aussi de l'espace de pratique qu'il va y avoir entre les enseignants, les élèves, le projet d'école, comme le disait Anne, le projet pédagogique en tant que tel, et la création qui va pouvoir se faire collective, mais aussi individuelle, dans ce rapport entre la circulation des savoirs et la construction de soi au travers un collectif. Alors peut-être que pour qu'on puisse bien se figurer dans le contexte dans lequel on parle, il faudrait qu'on dresse un petit peu le paysage national des Fab Labs. C'est quoi les Fab Labs en France aujourd'hui? Il y a les Fab Labs à l'école, mais c'est pas quand même du tout la majorité. Catherine Villeray, vous allez peut-être pouvoir nous aider à y voir un peu plus clair.
Oh, grosse responsabilité. Alors les Fab Labs, en France, il y en a énormément. Je n'ai pas réactualisé mes chiffres, mais de mémoire du temps de Fab 14, la France était le 2e pays au monde à avoir le plus de Fab Labs. C'est quoi Fab 14 ? Pardon, Fab 14. Alors en fait, les Fab Labs organisent des réunions internationales. Ça existe depuis un certain nombre d'années. Ça a été créé au MIT pour commencer. Et au départ, c'était un cours. C'était pas un cours du MIT, c'était toujours un espace qui avait été dédié et où l'enseignant avait souhaité que les élèves puissent venir comme ça de façon ambulatoire pour fabriquer à peu près n'importe quoi. Et donc du coup fabriquer des machines qui peuvent fabriquer des machines. Et par les pairs, par un apprentissage par les pairs et par la découverte en autonomie et en solidarité, on découvrait et on apprenait à inventer. Et ça s'est propagé, surtout aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Maintenant, ça s'est vraiment propagé partout dans le monde. Il y en a énormément en Chine, il y en a beaucoup partout. Ça a généré une nouvelle pédagogie qui s'appelle la Maker Ed, qui est issue un peu du constructionnisme. Et qui est donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les Fab Labs à l'école, c'est-à-dire c'est la mise en pratique, c'est l'apprentissage par le faire et par les pairs. Et ce qui n'invalide pas du tout le rôle de l'enseignant, parce que l'enseignant devient une ressource, devient un facilitateur. Et ce principe-là, il existe dans les Fab Labs. En fait, dans les Fab Labs, il y a des Fab Managers, mais en fait, les Fab Managers, c'est plutôt pour la partie logistique. Au départ, c'est des facilitateurs. Donc leur travail, ça ne va pas être d'enseigner de façon descendante l'apprentissage des machines, mais de favoriser la création d'une communauté à partir de l'usage des machines qui sont mutualisées. Mais c'est un prétexte, en fait, c'est ce que disait Laurent. Les machines, c'est un prétexte pour pouvoir transmettre et partager autour de projets communs, de fabriquer ensemble. Donc on est passé du do-it-yourself à ce qu'on appelle le DIY, c'est-à-dire le do-it-with-others. Et le Fab Lab, en France, il y en a beaucoup associatifs. Il y en a de plus en plus qui sont portés par des communautés, des territoires. Par exemple, le Fab Lab dans lequel je travaille est porté par une communauté d'agglo. Il y a énormément de paysages différents, de façons de faire Fab Lab différentes, du plus petit au plus grand, avec des problématiques complètement différentes. Mais il y a un réseau justement qui s'est créé parce qu'il y a une vraie volonté en France de faire ensemble et de la vie associative étant très riche dans un pays comme la France, elle a permis aussi des transferts de savoir entre retraités, chômeurs, personnes en transition. Et justement, c'est ça qui est intéressant, par exemple, pour recevoir des jeunes, c'est de leur permettre de rencontrer des adultes sous un autre jour et d'obtenir des transmissions de savoir, y compris manuelles. Il n'y a pas que c'est exactement ce que disait. Il n'y a pas que les machines. On comprend que le Fab Lab, c'est en plein essor et ça concerne tout le monde et pas que les jeunes, mais justement, le Fab Lab à l'école, l'école, on en est où ? Je sais pas, je suis pas spécialisée au niveau en termes de statistiques, j'ai pas d'études à proposer. Par contre, ce que je vois moi dans la pratique qu'on peut avoir au Fac Lab, c'est qu'on a essayé de développer un projet justement pour favoriser. Alors le Fac Lab, faut peut-être juste qu'on dise ce que c'est. Bon, le Fac Lab, c'est un Fab Lab et c'est un Fab Lab contributif qui est né il y a 11 ans bientôt à Gennevilliers et qui dans l'université de Cergy et qui s'est développé en réseau. Donc il y a maintenant plusieurs Fab Labs du réseau dans l'université de Cergy et donc nous on est dans l'IUT de Sarcelles. Et donc, on est en partenariat avec... Enfin, voilà, et l'intérêt, c'est de faire venir tout le public, parce que ce n'est pas du tout réservé aux élèves ou aux enseignants. C'est complètement ouvert à tous les publics. Et c'est justement de pouvoir faire venir des publics, y compris éloignés des études ou du numérique, dans une université pour l'expérimenter d'une autre façon, en fait. Ok. Alors peut-être qu'on va en venir à ce que ça change un petit peu dans le rapport au savoir. On a compris, on a commencé à en parler. Déjà, effectivement, l'aménagement des espaces, comme vous disiez, Laurent Janin, ça change profondément les pratiques, en fait. C'est un autre rapport à l'espace scolaire. Oui, et ça, c'est connu depuis très très longtemps. Si vous reprenez Freinet, les pédagogies de Freinet, si vous reprenez... toutes les pédagogies Montessori, Dewey et autres, le rapport à l'espace a été excessivement montré. Ensuite, il y a toute la partie architecture cette fois-ci. C'est-à-dire que le bâtiment scolaire, c'est généralement pas un bâtiment qu'on construit.
c'est un bâtiment qu'on va percevoir, qu'on va habiter. Donc ça, tous les travaux de recherche en architecture, depuis les années 70, ont montré qu'il y avait une dichotomie assez forte entre ceux qui conçoivent un bâtiment, ceux qui vont le percevoir et ceux qui vont l'habiter. Et puis quelque part, on a tous vécu le Covid. Et le Covid nous a montré que notre lieu de travail, notre lieu d'habitation, des fois, c'était pas facile à vivre en même temps. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, et on le voit, puisque au niveau national, l'État français a lancé, et là ça s'est terminé, il y a eu 2 énormes appels à manifestation d'intérêt en direction des collectivités, propriétaires des lieux, des écoles, des rectorats, des laboratoires de recherche, pour essayer de commencer à identifier quelle est la nouvelle forme de l'école, la forme scolaire. Et donc, il y a eu un très gros appel de manifestation d'intérêt en direction des collectivités, des rectorats, des laboratoires de recherche, pour travailler sur cette nouvelle forme, donc attaquée par la pédagogie, pour s'appuyer sur des nouveaux guides. Donc, depuis 1990, et le fait que l'État a redonné l'autorité du bâtiment aux collectivités, il n'y avait pas eu de réflexion de la part de l'État sur comment devait être le bâtiment de demain. Et donc, il y a 1 an, après consultation publique, il y a eu l'écriture, par le biais du ministère, de guides, de références de ce que pourrait être l'école maternelle, l'école élémentaire, le lycée professionnel. Et donc, l'État, aujourd'hui, est en train de se construire un outillage unique en Europe, avec des problématiques de guide de référence institutionnelle, des problématiques d'expérimentation à grande échelle par cet appel à manifestation d'intérêt, pour questionner la forme pédagogique de ces nouvelles formes qu'on n'a pas tous bien vécues, avec de la distance pendant le confinement, de la distanciation sociale. Et là, c'est le reflet de ce que les travaux d'Abraham Moll dans les années 70 montraient déjà, que l'espace dans lequel on est, avec notre cerveau qui va comprendre, déchiffrer, et qui va nous amener à certaines pratiques, on le subit souvent. Et donc là, les nouvelles formes pédagogiques, les nouveaux enfants qu'on a, les nouveaux adultes aussi enseignants qu'on a, se repose la question de comment collaborer, comment travailler les compétences du XXIe siècle qu'on a pu voir en première intervention au début d'après-midi, comment on va pouvoir retravailler cette forme-là, dans une forme parallélépipédique, assez fermée de la classe traditionnelle de entre 50 à 70 mètres carrés pour accueillir entre 20 à 30 élèves. C'est pas ce qui va permettre de pouvoir faire de la mobilité, c'est pas ce qui va pouvoir faire jouer le corps. Et donc, quand on va commencer à aborder ces questions-là, on va aborder une nouvelle circulation des savoirs qui va passer par une nouvelle circulation du corps, une nouvelle forme de pédagogie, et donc qui va nous imposer de repenser l'architecture et l'espace qui nous entoure. Et clairement, le dispositif, la Fab Lab à l'école, porté par Univers Sciences et qui est soutenu d'ailleurs par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, entre autres, s'inscrit dans cette nouvelle dynamique. Alors, est-ce qu'on a un petit peu un retour d'expérience déjà sur les dispositifs, des retours d'enseignants? Qu'est-ce que ça génère? Est-ce que ça marche? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça marche d'ailleurs? On en a eu un il y a 2 heures. Donc oui, on a des retours. Je mettrai en avant 2 choses qui sont directement liées à ce que sont les Fab Labs d'une manière générale, qu'on appelle les Fab Labs génériques. La mise en réseau. Donc la mise en réseau à la fois d'un Fab Lab à l'autre. Donc là, pour Fab Lab à l'école, on pourrait dire la mise en réseau d'une école qui a un kit avec une autre école qui a un kit. Donc il y a des outils pour ça qui sont mis à disposition. Et il y a Twitter qui fonctionne très bien. Il y a la documentation par Dodoc qui est un outil qui permet de documenter son projet pour le partager à d'autres et également de se nourrir des projets des autres. Donc ça, c'est la première chose, je dirais. Et la deuxième chose, c'est on en a parlé tout à l'heure, effectivement, le rapport au savoir, le fait d'apprendre par les pairs, de faire soi-même, etc. Toute cette culture, et ça a été évoqué effectivement dans la première table ronde, ça redistribue un petit peu les cartes sur les élèves en réussite et les élèves un peu moins en réussite, etc. Et ça met en évidence... Alors, je n'ai pas envie de dire forcément d'autres compétences, mais peut-être c'est d'autres valeurs qui sont mises en avant, les valeurs d'entraide, de partage, d'aider les autres à solutionner un problème, etc. Et ça rebalaye un petit peu
les valeurs traditionnelles de notre école française, qui est plutôt tournée vers l'élitisme et la connaissance. Donc on le comprend, il y a tout un écosystème en fait qui est proposé aux enseignants qui s'inscrivent dans ce projet, parce que les Fab Labs, c'est aussi, c'est aussi et surtout des communautés. Marie Mialet, vous avez connaissance déjà un petit peu de ces... vous les avez découvertes, ces communautés Pas encore, alors j'ai les liens, mais pour l'instant j'essaie d'apprivoiser un petit peu les machines avant d'aller... observer tous les projets qui peuvent être mis en place, parce que j'ai peur que ça me noie un petit peu, que je sois noyée. Donc j'attends, et j'aime bien partir des projets des élèves aussi. Donc je ne veux pas proposer trop de choses, je veux que ça vienne d'eux. Oui, vous disiez quand même que le Fab Lab, même le Fab Lab sans les machines, parce que vous avez commencé à faire un Fab Lab sans machines, ça créait un gain de motivation assez incroyable, parce que les jeunes se mettaient à écrire leurs fiches projets en dehors des heures de classe, même à la maison. Donc on sent que voilà, ils aiment ça. Oui, en fait, ils ont vite vu que le créneau était court et que le temps de pratique, en tout cas de manipulation, était court. Et donc, s'ils utilisaient ce temps-là pour rédiger une fiche de projet, du coup, ils ne pouvaient plus manipuler. Donc, ils ont mis en place des stratégies pour prendre les fiches de projet, les emmener à la maison ou sur d'autres temps informels en classe. Donc ça, déjà, c'est super à voir pour un enseignant, parce que du coup, la motivation, là, elle est là. Et l'implication des élèves aussi. Et ensuite... voilà. Et c'est déjà super. Anne Lémence, on parle de motivation, donc allons-y. Vous avez un projet en cours qui porte sur la persévérance à l'école, notamment avec Cap Science Bordeaux, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, et vous avez observé des classes de collège et de lycée qui bénéficiaient en fait de dispositifs Fab Lab ou qui allaient en fait dans un Fab Lab. Alors, est-ce que vous avez, avec quels résultats, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Alors, c'est un projet qui est terminé. Persévérons, c'est un projet qui est terminé. On engage un nouveau projet. C'est l'autre qui est en cours. Sur Fab Lab mort, sur plutôt les réseaux de Fab Lab. Alors, on a observé pendant plusieurs années des classes qui venaient dans des Fab Labs, des classes de collège et de lycée. Je dirais que ce qui est le plus frappant... Alors, et c'est avec des méthodes qualitatives, purement qualitatives, ethnographiques, d'observation... On a essayé, on en discutait tout à l'heure, on a essayé de mettre en place des méthodes plus quantitatives, des enquêtes par exemple, avant, en arrivant au Fab Lab, en sortant, pendant. Ça donnait pas grand-chose. Ça donnait pas grand-chose. Et encore moins, il est encore plus difficile de mesurer les effets de la motivation à long terme, par exemple. Mais par contre, l'effet, pendant le Fab Lab, on l'observe, et les élèves, très généralement, c'était très frappant, parlaient de deux choses très essentielles pour eux. C'est l'autonomie. Ils avaient l'impression, en troisième quand même, de découvrir l'autonomie, et le travail en groupe, la collaboration. Et ça, on n'essayait pas de leur souffler les mots. C'était vraiment des mots très spontanés. Ce qu'on a aimé, c'était d'être autonome, et c'était de travailler en groupe. Même dans des groupes où on ne s'entendait pas forcément, ils ont vu qu'on réussissait à aboutir à un projet, même si on n'aime pas tellement... le père, même si le prof d'anglais qui participe au projet habituellement, on le trouve pas sympa. Là, quand même, ça marche bien, parce qu'on est tous dans un projet avec un temps limité. Finalement, cette limite de temps, c'est vrai qu'elle est plutôt porteuse de motivation. On a envie de finir vite. Et ça, on l'a observé sur des élèves de lycée également. D'accord. Et vous avez aussi observé que ça pouvait éventuellement remotiver des élèves plus en difficulté avec les apprentissages classiques? Oui, alors ça c'est une remarque, j'imagine qu'on partagera tous. Quand on prend une classe, il y avait évidemment toujours des élèves qui sont des bons élèves, ça va aller bien, et puis d'autres qui se sentent de toute façon très dévalorisés, voire exclus du groupe classe. Et là, on les a vus rentrer dans le groupe par d'autres qualités, d'autres talents, ne serait-ce que le talent d'animer le groupe, par exemple, de faire se retrouver tout le monde quand ça s'éparpille, parce que c'est pas toujours idéal, tout le monde n'est pas toujours super concentré sur le projet. Également des compétences de bricolage, une capacité à se concentrer sur des choses fines alors qu'on n'arrive pas à travailler sur des calculs en mathématiques. Ce qui fait que finalement, presque, parce que un ou deux n'ont pas trouvé leur place, mais presque tout le monde trouve sa place là-dedans. Et tout le monde se sent avoir travaillé à un projet collectif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, est-ce qu'il est possible de mesurer, parce qu'on veut beaucoup évaluer, c'est peut-être pas une bonne chose, je n'en sais rien, vous allez me dire, mais des compétences qui ont pu être acquises en fait par les élèves, est-ce que c'est quelque chose de mesurable?
mesurable, ça me semble difficile. Mais ce qu'on disait, on a essayé de voir ce que les élèves qu'on avait observés en 3e étaient devenus au lycée, voire au-delà. Et la classe de 3e, c'est difficile hein, de garder des traces des élèves. La classe de 3e, il nous a semblé, avait quand même choisi des orientations, par exemple en lycée général, alors que c'était un collège en REP, donc, où habituellement il y a une proportion plus importante d'élèves qui décrochent ou qui vont au lycée professionnel. Donc il nous a semblé que ça leur avait donné envie quand même de continuer des études d'une façon ou d'une autre. Donc ça joue, me semble-t-il, sur la motivation et la persévérance. Et côté enseignant... Ah, vous vouliez réagir, je vous en prie. En fait, moi, j'ai observé des élèves très en difficulté sur des domaines des compétences mathématiques et en français, et qui, du coup, se sentaient la liberté au Fab Lab de présenter des projets en astronomie. Un enfant qui était passionné d'astronomie, qui, du coup, a construit un système solaire et, du coup, a présenté le système solaire à ses camarades. Et aussi des enfants qui investissent l'espace classe, aussi, autant que le Fab Lab, et qui sont force de proposition et qui se sentent le droit de proposer des activités à l'enseignant, des sujets, et du coup ça fait vraiment une communauté même au sein de la classe qui est vraiment créée, qui naît avec le Fab Lab. Et au niveau des groupes aussi, des associations d'enfants qui se mettent ensemble pour un projet, qui ne sont pas du tout amis, mais qui savent tous les deux qu'ils n'ont pas les mêmes compétences et du coup qu'ils vont totalement s'associer, se compléter sur un projet. Et c'est très beau à voir. Oui, l'apprentissage du travail en groupe. Et côté enseignant, vous aviez mené des entretiens aussi avec des enseignants. Qu'est-ce que ça génère chez l'enseignant ? Alors, on a observé plusieurs situations différentes. Le Fab Lab, le projet total en Fab Lab, c'était tout un groupe d'enseignants qui venaient, tous les enseignants de toutes les disciplines. C'était intéressant de voir le prof d'anglais, le prof d'art plastique avec le prof de techno. Et ils avaient tous fait l'effort d'apprendre sur les machines, malgré tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les compétences techniques. Et donc là, ils étaient tous engagés et ça a créé une dynamique, une dynamique de groupe aussi du côté des enseignants. On a aussi vu un enseignant dans un lycée qui a testé le Fab Lab. On y va juste pour voir et puis on essaye de le recommencer au lycée. Et j'avais observé les élèves. Le problème, c'est que sa classe était une classe avec les tables alignées comme ça. Et là, ça s'est arrêté là. Mais ça lui avait quand même donné envie. Il est retourné l'année suivante faire un micro-projet avec les élèves au lycée, au Fab Lab. Et là, il trouvait que ça avait changé. Et lui, c'est un enseignant de sciences physiques en lycée, a vraiment dit que ça l'avait fait changer de posture d'enseignement. Vraiment. C'était assez touchant aussi. C'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, hein, qui connaît bien son métier. Il a trouvé que les interactions avec les médiateurs, notamment, avec cette communauté du Fab Lab, qui est quand même très, on en parlait, très, très curieuse, très, très hétéroclite, très ouverte, et le fait de lâcher prise avec sa posture d'enseignant, avec son programme, avec ses contraintes, ça lui avait apporté beaucoup, dans l'idée qu'on pouvait aussi accompagner les élèves et pas seulement leur enseigner des contenus très formels. Et alors vous, Laurent Jeannin, vous pouvez peut-être nous donner votre propre expérience, parce que vous avez un peu plusieurs casquettes, en tout cas plusieurs thématiques de recherche. Et notamment, au cours de vos travaux, vous avez été amené à fabriquer des capteurs do-it-yourself avec des élèves pour mesurer la qualité de l'air, en fait, hein, dans leur établissement. Et c'était un projet, vous me disiez, qui était vraiment transdisciplinaire. Exactement. Depuis plusieurs années, on sait depuis à peu près une vingtaine d'années que la qualité de l'air va avoir un impact sur vos capacités cognitives et principalement pour la résolution de difficultés, de résolution de cas complexes. Le Covid a été pour nous quelque chose d'absolument fabuleux, puisque tout le monde a découvert maintenant qu'il y avait du CO2 dans les classes, dans les établissements, qu'il ne fallait pas dépasser une certaine norme. Mais ça fait depuis 20 ans qu'on sait que quand on dépasse 1400 ppm donc de particules de CO2 dans un espace, et bien on sait que tous les 200 ppm, on peut perdre entre 15 et 20% de nos capacités cognitives à résoudre des problèmes complexes. Donc quand on a posé cette question-là à des élèves, on leur a dit « mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'établissement scolaire ?» Eh ben, on a pris des plaques d'Arduino, des plaques
de dispositifs qui pouvaient exister, pas très chers. On a travaillé avec des universitaires spécialisés dans la mesure physique pour identifier quels étaient les bons capteurs à mettre. Donc là, déjà, on attaque à un certain niveau, parce qu'on découvre que la mesure doit être calibrée, que la mesure est peut-être pas très propre. Mais avec des enfants entre 3e, seconde, on va attaquer la notion de dérivée de la mesure. Donc on attaque des choses intéressantes et importantes qui n'ont pas encore vues. On est obligé de récupérer de la donnée, donc de l'évaluer, d'attaquer des calculs mathématiques. Après, c'est venu, alors sur un programme en Île-de-France ou c'est des programmes à Lyon, il y a eu 2 approches différentes. En Île-de-France, c'est posé la question par eux-mêmes des élèves, mais comment on va être en capacité de mesurer la circulation de l'air dans une classe? Ok, donc là, on va attaquer de la thermodynamique, donc on va attaquer autre chose. Donc on va faire appel à des collègues chercheurs du plateau de Saclay pour travailler avec vous. Et puis du côté de Lyon, ça a été, mais c'est quoi l'impact et l'effet qu'il y a avec la météo? Ok, donc on va être obligé de faire appel à des climatologues, cette fois-ci, pour travailler avec vous. Et donc, ensuite, il y a eu la réalisation pour certains de ces établissements de clips, de vidéos, de jeux vidéo, pour pouvoir former les autres élèves. Et donc... ça, c'est sur la partie Île-de-France. Sur la partie, par exemple, lyonnaise, il y a eu la volonté de travailler sur l'environnement, de poser des stations météo, pareil, fait avec quelques bouts. Et donc, bien évidemment, on voit qu'en tirant une pelote de laine, qui était la problématique de la qualité de l'air que tout le monde a et qu'on a subi au travers du Covid, on a abordé des calculs de thermodynamique, on a abordé de la conception de jeux vidéo, on a abordé de la conception de plaquettes de communication, de formation des enseignants, des élèves. Donc on a pu aborder énormément de choses avec parfois des niveaux de compétences et de connaissances qui n'étaient même pas abordés au niveau du lycée, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui est génial, hein, c'est d'arriver à comment dire, mettre en pratique finalement des apprentissages qui à la base sont purement théoriques. Et justement, Élodie, Hippolyte, comment on articule finalement le Fab Lab, ou est-ce qu'on articule le Fab Lab avec les programmes scolaires? Parce que c'est peut-être la question qui est posée, de dire aussi, l'enseignant va dire, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, et le Fab Lab, il se rajoute à tout ça. Non, le Fab Lab, il fait partie intégrante. Mais je crois qu'on a eu un beau retour d'expérience tout à l'heure, qui m'a moi-même étonnée. Effectivement, quand on n'a pas testé le dispositif, on s'imagine un enseignant qui donc acquiert ces machines et qui se dit il faut que je fasse un projet avec ces machines. Et en fait, le retour d'expérience qu'on a, c'est que les enseignants ont un projet et le dispositif Fab Lab à l'école est un outil parmi d'autres pour leur permettre de développer ce projet. Donc en fait, cette question, elle ne se pose pas si le projet initial correspond au programme scolaire. Donc on peut avoir un projet scientifique, on peut avoir un projet transversal. Voilà, il y a tous les projets qu'on peut mener à l'école. Et vraiment, les machines sont là pour répondre à un moment, à un besoin. C'est une problématique qu'on a souvent dans l'éducation nationale. On donne un outil à l'enseignant et on lui demande comment il peut l'utiliser. Mais non, ça c'est vraiment penser à l'envers. On a un projet, ce projet va nous amener des besoins et ces besoins peuvent être solutionnés par le dispositif Fab Lab à l'école. Peut-être, je ne sais pas, certains d'entre vous là dans la salle sont dans le dispositif et ont un projet en cours. Alors s'ils veulent partager, il ne faut pas hésiter, histoire que ça donne un peu de concret à personne. Je ne sais pas, côté internaute, s'il y a des questions, pareil, il faut me les relayer, hein, sans problème. Alors, peut-être que je vais rester avec vous, Élodie et Hippolyte, parce qu'en l'occurrence, vous travaillez, vous avez un des enjeux de votre recherche, disons, c'est de savoir comment les élèves mobilisent les compétences du XXIe siècle. Alors, vous avez animé, je crois, une table ronde tout à l'heure, donc on va éviter de redire tout pareil. Mais surtout, vous regardez justement les compétences qui mobilisent quand ils sont confrontés à un problème, une problématique, une perturbation au sein du dispositif Fab Lab à l'école. Alors, racontez-nous. Alors oui, en fait, cette idée, elle est venue en lisant la littérature qui est écrite sur les Fab Labs d'une manière générale, même les tiers-lieux d'une manière générale, les ateliers de fabrication numérique, et on parle beaucoup effectivement d'apprentissage par le faire, et la résolution de problèmes arrive assez naturellement parce qu'on n'a pas soi-même toutes les compétences pour mener à bien son projet, donc on est confronté à un obstacle, à un problème, et l'idée de cette recherche, c'est de voir, à partir du moment où les élèves ont une perturbation, ont un obstacle, et voilà, il se passe quelque chose, on est bloqué en quelque sorte, est-ce qu'ils vont faire appel à ces compétences du XXIe siècle pour... Est-ce qu'on peut les
reciter juste rapidement. Voilà. Donc pour réussir à surmonter cet obstacle. Et donc pour cette recherche, je m'appuie sur la théorie de l'enquête de John Dewey, qui, alors je vais vraiment vulgariser au maximum. L'idée de John Dewey par rapport à ça, c'est qu'on vit dans un écosystème en équilibre. Et dès qu'on a une perturbation, qui peut être vécue comme telle par moi, par exemple, et pas du tout par vous, voilà, selon les personnes, on cherche tout naturellement à retrouver un équilibre. C'est ce qu'on a vécu avec le Covid, par exemple. On était à l'échelle mondiale complètement perturbés, mais chacun a mis du sien on a trouvé des vaccins, on a trouvé des traitements, on a fait le plan blanc, on a fait un peu tout ce qu'on pouvait, plus ou moins de manière heureuse d'ailleurs, pour retrouver cet équilibre. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, donc de prendre ce dispositif comme un écosystème. On a, comme l'a dit Marie tout à l'heure, on a des machines mais qui sont mises dans un espace. Dans cet espace, on a différents acteurs, les élèves, l'enseignant, des élèves complètement différents, etc. Et donc, pour ce qui concerne les compétences du XXIe siècle, alors c'est grand débat, plutôt dans le milieu professionnel d'ailleurs que dans le milieu scientifique. Et moi, je m'appuie en fait sur le schéma directeur de la formation continue qui est sorti de la part du ministère en février dernier et qui donne 5 compétences du XXIe siècle, que sont la coopération, avec le débat coopération-collaboration qu'on connaît par contre là bien dans le domaine de la recherche, la communication, donc 2e compétence, la critique constructive, 3e compétence, la créativité, donc ça c'est les 4 C on appelle, et le ministère a rajouté l'éducation aux médias et à l'information, qu'on appelle l'EMI du côté des enseignants. Voilà, donc est-ce que quand on a un problème, un obstacle, est-ce qu'on fait appel à ces compétences-là et de quelle manière? Est-ce qu'on y fait appel finalement tout seul? Est-ce qu'on va chercher les autres? Est-ce qu'on va chercher l'enseignant? Voilà, comment tout ça, ça s'articule. Alors, 2e année de thèse, j'imagine que vous n'avez pas de résultats encore à nous communiquer. J'ai plein d'a priori, plein d'idées, mais pas de résultats. J'ai beaucoup lu. Il y a notamment l'idée peut-être qu'il pourrait exister différents profils d'élèves. Oui, tout à fait. C'est peut-être quelque chose qui va ressortir, c'est plus ou moins une hypothèse un petit peu comme ça. Je me dis que peut-être qu'il y a des élèves qui vont plus facilement aller vers la coopération, d'autres plus facilement vers la créativité. Voilà, et voir s'il y a peut-être des profils d'élèves qui se dégagent comme ça. Et si effectivement il y a des profils d'élèves qui se dégagent, essayer de voir... Bon, là, c'est complètement utopique dans le cadre d'une recherche, mais c'est très intéressant. Essayer de voir si l'enseignant n'a pas une influence, en fait, sur la réponse des élèves. Peut-être que si on a un enseignant qui a une appétence pour la coopération, disons-le comme ça, peut-être que ça va influer sur les élèves et ça va les encourager à aller faire cette solution-là. Voilà. Et pour reboucler avec la théorie de l'enquête de John Dewey, il y a quelque chose qui est très intéressant en termes de parallèle entre les écrits de John Dewey, ce qui se passe dans les Fab Labs. John Dewey parle beaucoup d'expérience, et on en parle beaucoup dans les Fab Labs, on parle d'apprentissage expérientiel, etc. Et une chose encore plus intéressante, je trouve, c'est qu'il donne comme synonyme d'expérience culture. Pour John Dewey, culture et expérience, c'est très proche. C'est synonyme même. Et dans les Fab Labs, on parle de culture maker. Et je trouve que faire le parallèle entre ces 2 éléments-là, c'est vraiment très riche. Et alors, est-ce que vous avez prévu un suivi à long terme, en fait, des élèves ou des classes que vous allez étudier? Parce que je crois que c'est toute la difficulté, hein, c'est de les suivre longtemps. Alors j'aimerais bien, mais là on a des problèmes logistiques. Voilà, une thèse c'est tant d'années. Là c'est ma 2e année, je vais commencer à aller sur le terrain. Donc j'aurai des données qui vont arriver effectivement. J'en aurai d'autres l'an prochain. Et il y a une 2e problématique, donc je ne peux pas aller au-delà de ça, si je ne veux pas faire ma thèse en 10 ans. Il y a une autre problématique, c'est que le kit Fab Lab à l'école, de toute façon, passe d'une école à l'autre tous les ans. Donc je ne peux pas récolter de données. Parce que l'idée finalement... Ça, on comprend bien pour que le maximum d'écoles puissent en bénéficier. Mais l'idée, c'est qu'à l'issue de cette année où ils se seront habitués à utiliser les machines, ils auront monté des projets, etc. L'idée, c'est qu'ensuite, ils s'emparent eux-mêmes, ils créent eux-mêmes un Fab Lab dans leur établissement, qui prennent le relais. Alors, les enseignants restent, les élèves partent. Donc, les élèves, voilà. Mais ce qui se passe dans plusieurs écoles qu'on a accompagnées au sein de Réseau Canopé, effectivement, on voit que les écoles, notamment qui étaient relativement engagées, se procurent elles-mêmes des machines. Alors, pas toutes,
mais certains qui auront pu faire des projets avec la machine à coudre et qui ont trouvé ça très pertinent vont se permettre de se l'offrir et vont investir. Et donc on a des établissements qui s'équipent comme ça aussi au fur et à mesure. Oui, après il y a j'imagine bien des questions financières et c'est pas évident. Est-ce qu'on peut peut-être commencer à identifier quelles sont les conditions requises pour que l'expérience Fab Lab fonctionne? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il est heureux qu'il y ait des partenariats avec d'autres acteurs? Tout à l'heure, vous nous citiez l'exemple des capteurs. Là, il y avait carrément des chercheurs qui sont intervenus. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression, la configuration idéale. Est-ce que l'enseignant peut être seul avec ses élèves? Est-ce que l'idéal, sinon, c'est qu'il y ait un projet de plus grande ampleur avec plusieurs acteurs? Alors, je dirais que si l'enseignant est seul dans sa classe, je pense que pour Universcience et pour Réseau Canopé, c'est qu'à moitié réussi. Parce que l'un des objectifs, c'est aussi de mettre les enseignants en réseau et de leur permettre de produire des communs, de mettre en commun les projets qu'ils ont pu produire. On parle aussi des licences Creative Commons, etc. Enfin, tout ça, il y a aussi un enjeu derrière d'éducation en termes de valeur pour les élèves. On aimerait effectivement que les enseignants travaillent beaucoup en réseau. C'est pas toujours simple pour les enseignants de prendre le temps. C'est un temps effectivement supplémentaire de documenter le projet, etc. et de le partager. Ça demande un investissement. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite du côté... Enfin, je me permets de parler au nom d'Universcience, je suis désolée, mais c'est ce qu'on souhaite du côté d'Universcience et de Réseau Canopé. Alors Catherine Villeray, vous, c'est un peu votre partie, le réseau, la communauté, les ressources. Donc justement, il y en a beaucoup des ressources en fait pour les enseignants. Il y a notamment la plateforme Je fabrique mon matériel pédagogique qui a été initiée par Tiers-Lieux Édu et dont vous êtes référente. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, alors en fait, la plateforme est un outil qui s'est développé à la suite de l'organisation de cet événement qui avait été initié par Tiers-Lieux Édu avant le Covid et dont l'idée était assez simple, qui était d'organiser des espèces de hackathons, enfin des espèces d'événements resserrés dans le temps où on va rassembler des enseignants, on va les amener dans un Fab Lab et on va leur demander quelles sont des idées de matériel pédagogique adaptées à leurs usages ou à leurs besoins qu'ils auraient la possibilité de réaliser, de concevoir et de réaliser. Donc au début, effectivement, il y a eu des copies de choses qu'ils avaient vues. Et en fait, plus on avance dans l'expérience, plus en fait l'enseignant s'approprie l'événement et le principe et le concept et décide en fonction d'un besoin spécifique, soit d'un élève en particulier en situation de handicap ou alors de la configuration de sa classe ou d'un projet qu'il aura, d'adapter un matériel existant par rapport à sa pédagogie de projet. Donc souvent, ça implique aussi un changement de posture au niveau de l'enseignement et ça fait beaucoup écho souvent chez des enseignants qui sont déjà sensibles à la pédagogie de projet. Et la plateforme, donc on l'a conçue comme un outil de partage, une sorte de wiki en fait, pour pouvoir partager les ressources pour à la fois savoir comment reproduire, comment fabriquer cet outil une fois qu'il a été fabriqué, une fois sous forme de prototype, et aussi pouvoir le reproduire éventuellement en classe avec les élèves, enfin donner tous les éléments d'autonomie. Et on revient de Make Africa, où on a expérimenté ce dispositif auprès de nos amis de la francophonie. Donc le Make Africa, c'est une grande réunion des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest. Et du coup, on a organisé un Je fabrique mon matériel pédagogique pendant 3 jours dans le Fab Lab d'Orange à Abidjan. Et on a eu 32 enseignants qui venaient de partout autour d'Abidjan, qui n'avaient jamais entendu parler de Fab Lab avant. Qui avaient des problématiques bien spécifiques qui ne sont pas du tout celles qu'on a ici en métropole et qui se sont transformés de façon absolument extraordinaire en 3 jours. C'est vraiment pas du tout les mêmes personnes qui sont arrivées, qui sont reparties. Et ça nous a beaucoup touchés parce que ça a créé une dynamique chez eux, ça les a remis en question et ça les a fait grandir aussi dans, justement, par exemple, sur les pédagogies, enfin, le brainstorming, parce qu'on leur a demandé de partir de leurs problématiques pour créer une solution. Et beaucoup ont voulu s'inscrire après dans les Fab Labs, ils ont créé du réseau, ils veulent continuer et ils veulent propager
propager le principe. Et donc je pense que c'est un petit peu ça, vraiment l'idée du Fab Lab, c'est que ça amène cette dimension de communauté, de partage surtout. C'est très important le partage. Le principe des Fab Labs, c'est quand même la façon dont ça s'est organisé en réseau, même au niveau mondial. C'est quand même un peu la même dynamique que ce qui a existé avec les logiciels libres. Et l'idée qu'il n'y a pas de frontières et que si on veut, on peut travailler ensemble à distance. Le Covid l'a rappelé à tout le monde. Et par contre, si on a besoin de fabriquer localement, si on est en réseau et qu'on a bien documenté, en fait, on peut penser quelque chose globalement et le fabriquer localement, ce qui en plus a l'énorme avantage d'être assez écologique et de permettre aussi ce que font les logiciels libres, c'est-à-dire de prendre une idée et de dire « Ah, elle me plaît ton idée. Mais moi, il y a un petit truc que j'aimerais changer parce que je voudrais faire ça avec cette idée. » Donc, en fait, c'est l'idée que les idées... C'est ça, les Creative Commons. Les idées, elles appartiennent à tous, en fait. Et on crée une sorte d'intelligence collective par le partage. Et vous disiez, souvent, ce sont des enseignants qui sont déjà sensibilisés, etc. On a l'impression quand même que tout ça est très enseignant dépendant, qu'il faudrait peut-être... En tout cas... Il y aurait peut-être aussi quelques résistances de la part d'enseignants qui appréhenderaient un petit peu le Fab Lab dans leur classe ou le fait d'aller... Enfin, c'est pas complètement évident, je trouve. Non, mais c'est pas évident. Il n'y a pas que pour les enseignants. C'est très difficile. J'en parlais avec mes collègues ce midi. C'est difficile d'expliquer ce que c'est qu'un Fab Lab sans que la personne l'ait vécu ou a pu au moins se présenter dans le lieu. C'est très abstrait à présenter avec des mots et par contre c'est assez évident à comprendre quand on le vit. C'est vraiment expérientiel. Donc de manière évidente, comme on dit laboratoire, on dit fabrication numérique, la plupart des enseignants, la plupart des gens pensent « Ah, ça c'est pour les geeks, c'est pour les profs de techno et éventuellement des profs de sciences, c'est surtout pas pour des littéraires ou des artistes ». Alors que nous, au Fac Lab Numix, par exemple, la personne qui nous a le plus aidé à ouvrir le Fab Lab quand on a démarré pendant le Covid, c'est un artiste, justement. Un artiste qui n'est pas tout jeune, mais qui a découvert le fait que le Fab Lab a changé sa pratique artistique et a complètement révolutionné sa façon de fonctionner. On a des enseignants, on a eu chance de croiser des enseignants de pratique littéraire qui se rendent compte que ça leur permet justement de travailler complètement différemment l'apprentissage de la langue, de la grammaire, avec des outils de manipulation, donc sans que ça soit du Montessori, en ayant plus quelque chose qui correspond à leurs usages. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour les enseignants qui sont déjà en pédagogie de projet parce qu'ils ont peut-être cette curiosité plus évidente de chercher toujours le projet qui va leur permettre de développer de la pédagogie parce que c'est leur façon de fonctionner. Donc forcément, ils vont croiser assez facilement d'autres curieux et c'est vrai que les Fab Labs sont remplis de curieux. Maintenant, je pense que juste, il ne faut pas avoir peur en fait de se dire qu'on n'a pas besoin de faire de numérique pour être dans un Fab Lab. Ça, c'est vraiment important. Le numérique est important, les politiques publiques l'encouragent, mais ce n'est pas parce que c'est fabrication numérique que ça veut dire que le numérique est central. Ce qui est central, c'est plus l'apprentissage ensemble, et c'est de dire que le numérique, ça va juste permettre de documenter et de reproduire et de partager. Donc c'est vraiment un outil plutôt qu'un passage obligé. On peut faire de la robotique sans robot. On peut faire de la robotique sans ordinateur aussi. Oui, d'ailleurs, il y a peut-être un projet dont on peut parler, qui est la robotique. Alors, vous l'avez fait en distanciel, en présentiel aussi, hein, un projet sur la robotique. Je m'excuse, mais je ne vais pas retrouver le nom comme ça. Hein. Oui, c'est des expériences. Hein, c'est vraiment l'état d'expérience. Et justement, comme c'est un peu nouveau, ça prend un peu de temps pour trouver son public. Mais l'idée, on avait au départ un projet qui s'appelait Mobilab, qui faisait qu'on allait, nous, Fab Lab, dans les écoles pour essayer de faire de l'acculturation à la robotique. Et l'idée, c'était de faire des projets, justement. Pas d'y aller juste sur une fois, c'est d'y aller en disant on fait 5 séances, 6 séances, 7 séances avec des robots. Comme ça, la classe peut se l'approprier. On a fait un projet de film, par exemple, avec des ozobots. Les enfants ont absolument tout fabriqué de A à Z. Ils ont inventé l'histoire qu'ils ont écrite, ils l'ont lu après dans le micro, ils ont fabriqué les décors, fabriqué les personnages, évidemment, ils ont programmé le robot. Et ils ont même participé à la post-production. Ça, c'est ce genre de projet qu'on faisait avant le Covid. Et le Covid a un peu ralenti tout ça. Et donc, du coup, on a eu l'idée de tenter ce qu'on appelle WebLab Edu, c'est-à-dire de la robotique à distance. Mais alors, du coup, c'est plus sous le mode découverte. Donc, c'est des petites séances, pour le coup. Et là, c'est de profiter du fait qu'on peut filmer des robots et on peut avoir le code de ces robots-là qui sont en ligne. Donc, les enfants peuvent
ils arrivent dans une histoire qu'on a fabriquée avec des robots qui existent déjà, qui sont fabriqués avec des éléments recyclés, pour pas trop leur donner l'impression que c'est des robots en fait. Et en fait, il y a une petite histoire et on leur demande des défis où à un moment donné, ils vont être obligés de fabriquer, en fait, de concevoir le code qui va permettre de faire danser les robots. Donc, il faut une chorégraphie. Et ils mettent leur code sur la plateforme, sur une plateforme en ligne. Et nous, on récupère ce code-là, on le met sur les robots et ils peuvent voir avec la caméra vidéo en direct, en webinaire, enfin avec Zoom ou n'importe quel outil en distanciel, leur code s'animer. Donc ça va vite, hein, parce que ça dure 45 minutes ou avec des temps. C'est toujours un petit. Le temps, c'est toujours c'est toujours trop court. Mais l'idée, c'est de leur donner envie de revenir justement pour qu'on puisse faire de la robotique en présentiel, quoi, ensemble. Ok, donc on comprend, il y a énormément de projets, de dispositifs, beaucoup de ressources, etc. pour les enseignants qui voudraient se lancer. Anne Lémence, vous avez un deuxième projet qui s'appelle Fab Lab More, et l'idée, en fait, c'est de les aider à communiquer mieux ou de mieux s'aimer. Expliquez-nous. Vous avez remarqué, vous avez toutes parlé beaucoup de documenter les projets. Et c'est un élément vraiment fondamental, c'est la dimension de la communication. Quand un élève documente un projet, en fait, il crée quelque chose pour le partager avec les autres. Ça paraît très étrange, mais c'est vraiment le cœur de la réussite, c'est cette documentation des projets pour communiquer. Donc cette dimension de la communication, elle nous a frappé avec Persévérons, et on va poursuivre dans un projet ANR qui s'appelle Fab Lab More sur la documentation des projets dans les Fab Labs, la communication dans les Fab Labs et entre Fab Labs. Et entre Fab Labs, alors on a un petit réseau de Fab Labs, dont celui de CapScience qui est un peu sur le même modèle que vous ici, mais aussi avec des Fab Labs africains. Parce qu'on a exactement la même expérience d'avoir eu un étudiant qui, rentrant chez lui dans une université au Mali où il n'y avait rien, propose ne serait-ce que la démarche Fab Lab avec 3 fois rien, et arrive à changer la façon d'enseigner aux étudiants, arrive à changer le regard des étudiants, arrive même à embarquer des filles qui deviennent Fab Managers, alors que jusqu'à présent, elles étaient loin d'imaginer qu'elles puissent travailler sur le numérique. Donc, voilà, c'est cette dimension-là, communication dans le Fab Lab. Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Quelle plateforme il faudrait utiliser? Parce qu'on est quand même actuellement avec des plateformes qui sont un peu de geek, hein, quand même, qui sont un peu compliquées, qui sont un peu raides. Et donc, on se demande dans quelle mesure on pourrait améliorer ça. Et également améliorer la communication entre les Fab Labs pour que peut-être il y ait ces plateformes qui permettent d'aller à une grande échelle globalisée de partage des projets, y compris des projets scolaires, y compris des élèves. Hein. Rendre les élèves communicants, c'est aussi un élément essentiel pour la réussite de ces projets. Et alors, il y a eu un aspect peut-être qu'on a effleuré, Laurent Janin, le Fab Lab dans l'école ou hors de l'école. Est-ce que ça fait une grosse différence? Est-ce que c'est une approche même du savoir qui va être différente? Alors, en fait, si on fait la synthèse, vous avez presque eu tous les courants pédagogiques là autour de la table. Et à un moment donné, il y a un point, par contre, qui est absolument différent dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est la sacralisation de l'espace de l'enseignant. C'est-à-dire que pour vivre un Fab Lab, pour vivre un Fac Lab, pour vivre une expérience, ce qui va complètement être différent, c'est que quand on rentre dans une salle de classe très classique, il y a le bureau du prof, il y a son tableau qui est un espace de sacralisation et de possession du savoir. Et puis, quand on a des salles en rang d'autobus, la ligne médiane, voire le barycentre, peut-être des éléments très forts pour faire acte d'autorité. C'est là où on entend « on m'écoute » ou alors un petit coup de claque dans les doigts. Tout ça a été très très bien documenté, c'est-à-dire la sacralisation de l'espace enseignant dans son acte autoritaire, disciplinaire ou didactique et pédagogique est très ancrée dans la pratique. Quand nous, dans nos travaux de recherche, on retransforme la forme scolaire dans et en dehors de l'école. C'est pas le problème du lieu dans lequel il est, c'est le problème de la spatialisation de l'enseignant dans son rôle à lui.
Et c'est ça qui va être le plus compliqué. Pourquoi, par exemple, on parle là d'enseignement par les pairs? C'est l'enseignement mutuel d'il y a des années et sur lequel on n'a pas eu le droit par Jean-Baptiste Lassalle, où on est passé sur l'enseignement simultané avec une estrade, parce que l'enseignant, il devait avoir la moralité nécessaire pour enseigner, et il n'était pas question que les pairs aient l'autorité d'enseigner. Aujourd'hui, on revient sur ces questions-là, mais ça re-questionne au fond juste cette sacralisation. Et il y a beaucoup d'expériences où on enlève le bureau du prof. Dans l'école primaire, alors là, c'est parfois difficile. Dans l'école, dans le secondaire, moi, quand je faisais des mathématiques ou de la physique, quand j'étais dans le secondaire, j'avais ma salle à moi. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il va plus y avoir la question d'avoir la salle à soi. Donc, on va devoir partager des espaces. Donc, on n'aura plus cette sacralisation-là. Quand vous voyez toutes les pédagogies qui étaient évoquées là, que ce soit du Dewey, que ce soit du Montessori, que ce soit et autres, et même Freinet, dès le début de ses travaux, quand il a commencé à définir la salle de classe idéale, quand vous retrouvez ses écrits, ben vous avez de la déspatialisation de l'espace. L'enseignant, il n'a pas son tableau qui est bien positionné là. Le travail dans les Fab Labs, quand vous rentrez, ben, vous pouvez vous asseoir n'importe où pour travailler. Il n'y a pas d'espace dédié à. Quand vous allez travailler dehors, ben, parfois, si vous allez travailler en forêt pour faire des mathématiques, vous avez peut-être plus de tableau pour pouvoir l'exploiter. Donc vous allez peut-être devoir utiliser le sol, les arbres qui sont autour de vous. Donc on force en faisant ces expérimentations-là. Et on voit bien aussi, il y a tout un collectif sur la classe dehors, il y a tous les travaux chez les collègues canadiens depuis des années sur justement essayer. C'est pas le fait de faire classe dehors, en fait. Alors oui, c'est un prétexte à, on va utiliser à, mais en fait, on va forcer quelque part l'espace des pratiques enseignantes et notre propre représentation, parce qu'on va reproduire ce qu'on a vécu aussi quand on va être enseignant. Et donc on a vécu des enseignants qui étaient face à des estrades et qui nous enseignaient. Alors on va modifier un peu, on va éviter de faire un peu de mimétisme, mais on va quand même peu bouger les choses. Et à partir d'un moment donné, on va changer l'espace, on va essayer de transformer les routines. On le voit, nous, quand on pose des caméras dans des salles de classe qu'on transforme avec des chaises qui roulent, avec des murs d'écriture, avec beaucoup d'espace. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais en fait, si on veut qu'un Fab Lab fonctionne, il faut qu'on ait de l'espace. Il faut qu'on puisse avoir de la circulation. C'est-à-dire que parfois, on utilise ce qu'on appelle, nous, dans le domaine avec les architectes, les espaces interstitiels, les couloirs, les halls, les parvis d'école. Et là, on va dehors. Mais on va dehors de la classe. C'est-à-dire, on va dehors le sanctuaire du savoir qui a été identifié avec les chaises, tac, 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 les tables, le bureau, l'enseignant. Et donc, au-delà du contexte dans lequel on va faire, ce qu'on va commencer à beaucoup questionner, c'est toutes les représentations et le rapport que l'enseignant a dans l'espace qui l'entoure, dans des zones aussi de sécurité, dans des zones qui le rassurent, dans des zones, rappelez-vous un petit livre il y a quelques années, Surveiller et punir, on était sur des questions de comment est-ce qu'on va être en capacité de pouvoir aussi, pourquoi les cours de récréation n'ont pas d'endroits un peu cachés, parce qu'il va falloir aussi avoir par sécurité et s'assurer que d'un regard périphérique, on puisse tout voir les enfants. Donc c'est surtout, c'est pas le contexte. On va s'en servir comme prétexte, nous, en recherche, pour essayer de voir si on arrive, quelles sont ces pratiques de fond et très profondes qu'on va essayer de bouger pour essayer de faire développer ces pratiques-là à plus grande échelle et essayer de les engager aussi. Parce qu'une autre partie de ma casquette, c'est de travailler dans les INSP, donc essayer de former les futurs enseignants. Et on aborde ces questions-là sur le rapport spatial en leur faisant vivre des expériences où il peut y avoir, parfois on joue, dans une salle à l'INSP de Cergy, on a une salle expérimentale avec des caméras, etc. Et des fois, on accueille 30 étudiants, un enseignant, et il y a 20 chaises. Comment vous allez surmonter la perturbation qui va arriver? Et puis parfois, on met des chaises qui roulent, des chaises statiques, puis parfois on met des canapés. Puis on les met dans des salles où c'est des murs entiers d'écriture, hein, 7 mètres de long de tableau blanc Villeda sur 3 mètres de haut. Là, il n'y a plus le tableau de l'enseignant qui est au fond de l'axe parallélépipédique, etc. Et c'est bien plus ça, en fait, qu'on essaie de questionner, nous, en recherche, qui n'est pas la même chose si on s'intéresse à des opérateurs comme Canopé Haute sur de la pratique pédagogique. Mais nous, en recherche, on va essayer d'aller travailler ces routines de pratique qui sont aussi identitaires.
l'enseignant sur son estrade, sur sa médiane de classe, qui fait acte d'autorité, qui renvoie, qui a une certaine pédagogie, une ingénierie pédagogique pour dispenser ses savoirs. Il organise son savoir. Il en est le détenteur. Les travaux de Moulin dans les années 2000, c'est ça. Il est détenteur de son espace. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que Marie Mialet, vous-même, vous avez un petit peu fait cette démarche-là, hein, puisque vous avez commencé, alors je vais dire ça, vous allez me dire je me trompe peut-être, mais avant même de Fab Lab, vous avez commencé par réorganiser l'espace dans votre classe. Donc finalement, vous avez fait cette démarche-là et aujourd'hui, vous en êtes au Fab Lab. Donc on est un peu dans cette logique. Hein. Oui, en fait, j'ai commencé par la classe flexible. Et donc des canapés, des ballons, des tabourets qui peuvent bouger. Et des élèves qui viennent par terre travailler quand ils veulent. Et du coup, la coopération s'est mise en place naturellement. En fait, les enfants peuvent se lever pour aller chercher de l'aide auprès des camarades, des outils, des affichages, tout ce qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que c'était vraiment l'amorce en fait, qui m'a facilité, moi, mon entrée dans le Fab Lab. Du coup, ça ne m'a pas du tout fait peur. J'ai juste pris une salle vide dans mon école et je l'ai investie. Et au début, on a commencé avec que du matériel de récupération auprès des parents. Donc, des rouleaux de papier toilette, des bouteilles, des bouchons. Et juste, j'ai acheté un pistolet à colle. Et une maman m'a prêté une machine à coudre. En fait, on a commencé comme ça. Et en fait, les enfants, même s'il n'y avait pas de table et pas de chaise, ils travailleraient par terre, allongés, et aussi bien qu'assis bien droit à leur chaise. Et en fait, du coup... alors moi, j'ai encore une table pour poser mes affaires, mais c'est plus un bureau. Mais je circule beaucoup, en fait. Et même... je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que quand on interroge les enfants, c'est vrai qu'on a cette posture, on ne bouge pas en fait. Et circuler en fait dans l'espace fait qu'on va peut-être faire circuler les molécules, j'en sais rien, mais en tout cas il y a un truc qui se passe au niveau des enfants il y a du mouvement quoi, à la fois dans leur attention aussi et dans leur dans leur volonté à prendre la parole et à s'investir dans ce qu'on leur propose. Moins de passivité en fait. Naturel. Alors je me tourne maintenant vers vous. Vous n'êtes pas excessivement nombreux là en présentiel, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On est vraiment là pour partager. Si vous-même vous êtes intéressé par... certains d'entre vous sont enseignants, j'imagine, et sont peut-être intéressés par le dispositif. Donc si vous avez envie de poser des questions ou si vous avez des appréhensions même, n'hésitez pas. A-t-on quelques questions ? Non, c'est un flop. Nous n'avons pas de questions. Ils savent tout. Bon, ben merci beaucoup. Moi, ma foi, sauf si certains d'entre vous peut-être veulent conclure sur cet échange que nous avons eu, sur qu'est-ce qui, à la rigueur, peut-être chacun d'entre vous peut nous dire, pour vous, qu'est-ce qu'il faut d'abord pour qu'un Fab Lab à l'école, ça fonctionne, pour que la sauce prenne, on pourrait dire. Peut-être Laurent Jeannin pour commencer. Alors, je vais me lancer. Pour qu'un Fab Lab à l'école fonctionne, il faut avoir envie de faire autrement, et être curieux, et ne pas avoir peur de l'autre et de regard des autres. Parce que quand un enseignant va se lancer tout seul, ça peut parfois être difficile au sein d'un établissement de vouloir lancer une dynamique qui va faire du bruit dans la cour, dans le couloir, qui va peut-être déplacer des tables et des chaises. Donc ne pas avoir peur et se lancer, c'est aussi vivre l'expérience et ne pas hésiter d'aller voir des opérateurs pour essayer de se faire accompagner. Et nous, en recherche, on est très friands aussi, ça va être le message de fin de la part de la recherche, on est très friands d'avoir une cartographie, d'avoir parce que nous, on est très intéressé pour sortir des sentiers où on arrive à contrôler des choses et on arrive à mesurer des choses, que ce soit avec toutes les méthodologies qu'on a envie de travailler. Mais par contre, des lieux plus informels, des dynamiques nouvelles, des choses qui sont l'initiative d'une enseignante. Par exemple, il n'y a pas de cartographie des Fab Labs dans les écoles, il n'y a pas d'endroit. Et nous, en recherche, on aimerait bien un peu plus avoir de cartographie à grande échelle pour pouvoir commencer un peu à essayer d'investiguer un peu plus finement des points assez forts, des points de tension en recherche qui permettraient aussi de définir les problématiques de forme et donc de dessiner peut-être avec les architectes les nouvelles écoles de demain. Anne Lémence. Merci.
D'abord, il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est qu'on a parlé très peu de machines et de techniques. C'est très peu revenu, alors que souvent, quand on parle Fab Lab, on pense on va mettre une découpeuse laser et une imprimante 3D, puis on aura un Fab Lab. Donc ça, c'est bien. Donc, je ne sais pas, les conditions de la réussite, c'est effectivement l'envie d'expérimenter, l'envie de communiquer, l'envie d'apprendre autrement et d'enseigner autrement. Élodie Hippolyte. Je suis assez d'accord avec tout ça. Et je dirais qu'il faut porter soi-même les valeurs des Fab Labs, les valeurs de la culture maker. Je pense que si l'enseignant n'a pas ça en lui, il risque peut-être de passer à côté de certaines choses. Donc oui, les valeurs de partage, d'entraide, de communauté, de réseau, je pense que ça, c'est très important. Alors moi, je dirais l'amour de l'apprentissage, n'importe quel apprentissage, à la fois pour faire naître ça chez les élèves, mais aussi en tant qu'enseignant, parce que du coup, moi aussi, j'apprends et j'adore ça. Et pour les enseignants, un petit soupçon de lâcher prise, parce qu'il en faut. Mais en fait, une fois qu'on a lâché, on se rend compte que les élèves nous remercient pour ça, on va dire, et se dévoilent. Et donc, en fait, c'est super. Je ne vais pas avoir grand-chose de plus à rajouter, si ce n'est peut-être embrasser l'erreur, se dire que on n'a pas marché du jour au lendemain, on ne s'est pas levé, on n'a pas marché, donc on est forcément tombé, et que c'est comme ça qu'on marche maintenant, donc ça vaut le coup d'essayer quand même. Et du coup, en montrant qu'on peut se tromper et qu'on n'a pas peur de se tromper et que c'est même une source d'enseignement et de joie. Célébrer l'erreur, je pense que ça soulage aussi parce que ça enlève la pression. Et c'est sûrement aussi libérateur pour les élèves de voir que du coup, l'enseignant, c'est quelqu'un comme eux, en fait. Et du coup, ils peuvent se projeter aussi pour pouvoir avoir envie de devenir comme l'enseignant, curieux et proactif. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais projeter ce que je n'ai pas projeté tout à l'heure. J'aurais pu le faire. Alors ça, je voulais piquer Catherine Villeray parce que je crois que c'est C'est pas moi que vous l'avez piqué. À l'université. Ah non, mais je le cite et puis c'est bien écrit. Université Cergy-Pontoise, c'est ça? Qui est-ce qui a produit ce document? Alors, si je me trompe pas, c'est une illustratrice qui était contributrice du FacLab de Gennevilliers, donc le premier FacLab de l'université Cergy-Pontoise. Donc voilà, je l'ai simplement. C'est un Creative Commons, donc il est partagé et il est utilisé justement pour favoriser la compréhension du principe de ce que c'est qu'un FabLab. Exactement. Voilà. Et l'idée, c'était d'inviter aussi les internautes et puis le public à aller sur le site du FacLab Numix, alors qu'on trouve sur le... Alors, c'est un peu dur à trouver. Hein. Alors, ça, c'est le FacLab tout court. Et il y a le FacLab Numix, il n'a pas de site, c'est sur la page de la communauté d'Agglo-Racipé et Trans. Voilà. OK. Et pour terminer, quelques références. Je vous invite à aller lire quelques articles parus dans les cahiers pédagogiques autour des questionnements qu'on vient d'avoir, du do-it-yourself au développement d'une communauté de pratique, qui est une présentation du projet Fab Lab à l'école, donc Élodie Hippolyte. Changement d'ambiance, ça c'est Marie Mialet qui l'a écrit, justement, où elle nous explique comment elle en est venue à une classe plus flexible. Alors le FacLab Numix, justement, j'avais mis le lien, un peu long, mais vous retrouverez toutes ces références ensuite dans un compte-rendu qui sera fait à l'issue de cette table ronde. La plateforme Je fabrique mon matériel pédagogique, et puis bien sûr le dispositif Fab Lab à l'école. Et puis le prochain, oui. Je voulais juste rajouter par rapport à tout ça, c'est que en fait les enseignants qui veulent démarrer, excusez-moi il y a en fait justement on peut faire communauté aussi avec Tierlu Edu. On avait lancé un forum pour justement que les enseignants qui veulent se lancer puissent s'entraider. Donc c'est sur le site de tierluedu.org. Donc je vous passerai les liens, etc. Mais ça peut être aussi un point de départ pour aider les enseignants qui seraient intéressés, en plus des réseaux, pour pouvoir échanger de manière plus informelle et pouvoir s'acculturer un petit peu au principe du Fab Lab. On partagera toutes ces références, comme ça les enseignants pourront tout retrouver. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain TEDUC qui aura lieu le 14 décembre à 17h, et cette fois-ci, ce sera en visio, autour de l'exposition Évolution industrielle. Ceux qui sont présents peuvent y aller, si ce n'est qu'il est un peu tard. Enseigner l'évolution industrielle aujourd'hui, ce sera le thème de ce prochain TEDUC. Merci à toutes, merci à tous, et à la prochaine.